public d'être venus si nombreux. Avant de faire procéder à l'appel de ce conseil municipal, juste deux annonces. Donc, M. Dominique Cotret et M. Michael Lair ont décidé de quitter les rangs de la majorité pour rejoindre le groupe Ensemble pour gagner, dirigé par Guillaume Fournier. Madame le directeur général des services, pouvez-vous faire procéder à l'appel, s'il vous plaît? Présent. Madame Dominique Agel, présente. Monsieur Henri Cadoré, Madame Martine Giscache, présente. Madame Mireille Bourra, présente. Monsieur Alex Bonneau, présent. Madame Christine Michelet, présente. Madame Monique Delphande, présente. Monsieur Michel Martinet, présent. Madame Anissa Sendo, Madame Jamila Kessler, présente. Monsieur Gaëtan Grandin, présent. Monsieur Éric Beunier, présent. Monsieur Karim Balmérienne. Et pouvoir. Madame Gisèle Bouzoni, présente. Madame Aïcha Mechali, présent. Madame Adèle Dupont. Monsieur Ashley Silakina, présent. Monsieur Thierry Citalini, Madame Vénétia Maribel, présente. Monsieur Constantin Angelidi, présent. Monsieur Pierre Archinet, présent. Monsieur Philippe Dumas, présent. Monsieur Aurélien Gassou, Madame Lydia Orbe, présente. Monsieur Daniel Carossi, présent. Madame Marjorie Pignon, présent. Madame Danielle Borel, présent. Monsieur Michel Picou, présent. Madame Brigitte Gros, présent. Madame Coralina Chichi Alaoui, Monsieur Dominique Cotret, présent. Madame Colette François, Monsieur Michael Lair, présent. Monsieur Stéphane Auger, Monsieur Roland Ferreira, Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Pour ouvrir notre séance, voilà. Je crois que vous m'avez oublié. Monsieur Guillaume Fournier, Monsieur Archinet. Oui, monsieur le maire, avant de commencer la séance, je voulais faire une déclaration. Je prie bien pouvoir prendre acte de ma décision de quitter le groupe Ensemble de Villagani, décision qui a pour conséquence immédiate la fin de la présidence de ce même groupe. À partir de maintenant, je vais exprimer un nom au sein du conseil municipal. Vous avez suivi le même chemin que M. Archinet, vous ferez un groupe à vous tout seul. Voilà. Il y a comme une contagion. Donc, concernant l'approbation de notre conseil municipal du 17 octobre dernier, est-ce que vous avez des observations, des commentaires à faire? Et après ce entendu est adopté, je vais prendre vos questions diverses pour cette séance. Monsieur Angelidi. Oui, le principe du génération. Madame Hans. Je propose de saisir notre secrétaire de séance pour la séance d'aujourd'hui. Le sang du Benjamin de la séance, M. Sibakouma. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'accord est choisi à l'unanimité. Je vous en remercie. Le premier point à l'ordre du jour de notre conseil de ce soir concerne l'incendie de l'école Victor Hugo, pour lesquels un protocole transactionnel a été proposé par notre assureur et également par le
experts que nous avions désignés. En fait, lorsque l'incendie du 14 juillet 2018 a eu lieu, mon prédécesseur avait fait le choix de saisir un cabinet d'experts pour analyser immédiatement par de moyens contradictoires avec l'expert de notre assurance, ASMAC, les dommages effectués qui avaient lieu sur l'école en question. Donc, comme vous le savez, les écoles gabiniennes sont très bien entretenues et là-dessus, l'assureur et les experts nous proposent un protocole qui s'élève à un montant de 800 000 € sur environ 1,3 million de travaux effectués pour reconstruire cette école. Donc, s'il n'y a pas d'observation, je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le deuxième point à l'ordre du jour concerne le contrat de cession à long terme pour 18 places de stationnement, donc place du Général de Gaulle à Gagny. Donc la ville a accepté de louer 18 emplacements de stationnement à la société SCB Gagny 6 Gate, dont le siège social est situé à Paris dans le 8e arrondissement, afin que cette dernière respecte les prescriptions du permis de construire C0043 qui est actuellement en cours d'instruction. Je vous apporte quelques éléments supplémentaires là-dessus. Donc il s'agit du bâtiment qui va être construit à la place de l'ancien relais impôt senior sur la rue de Gued. Donc les caractéristiques du terrain en place ne permettent pas aux promoteurs de pouvoir creuser pour pouvoir créer des places de stationnement en souterrain. Par contre, tel que le prévoit le code de l'urbanisme, un permis de construire peut lui être délivré s'il part sur une location ou d'achat de places de parking à proximité immédiate pour une durée minimum de 15 ans. C'est pour ça que nous leur avons proposé cette location de 18 places sur 15 ans pour un montant de 450 € TTC par place, donc qui équivaut au montant payé par les résidents parce que ces places sont à destination des personnes qui vont occuper ces logements. Y a-t-il des observations? M. Carletti. Oui. Moi, je suis un peu étonné de cette délibération, parce que, vu la date de mémoire à laquelle a été signé le permis de construire au 043, on a délivré le permis avant. Le permis n'est pas délivré, il est en cours d'instruction. Avant de connaître cet aspect des choses. Bon, moi, je me pose la question, à quoi ça sert d'avoir un PLU qui prend un certain nombre de décisions si effectivement on est amené à interroger, bon, certes par un article qui peut avoir cours et dont on peut se servir effectivement comme vous le dites, mais à quoi ça sert d'avoir un PLU, puisque à la limite on peut émettre toutes sortes de raisons techniques pour faire en sorte de ne pas construire ces parkings souterrains, parce que après tout, les parkings, on n'est pas obligé de les construire en souterrain. Il y a des communes qui, lorsque effectivement des cas comme celui-ci se produisent, la commune de Chêne par exemple, vont faire construire des parkings, au rez-de-chaussée, et les constructions sont au-dessus. Alors certes, en termes de constructibilité, ça n'a pas le même rendement et ça n'a pas le même coût, mais au moins ça sert à quelque chose d'avoir un PLU. Là, j'ai l'impression qu'on nous met devant le fait accompli en ce qui concerne l'utilisation de l'espace public. Parce que même si cet espace public, on le loue pour une durée de 15 ans, rien ne dit que, on se connaît tous plus ou moins, hein, quand les parkings ne sont pas sur place, on ne sait pas trop ce que va devenir cette petite voiture, et donc on risque de se retrouver encore avec des véhicules sur l'espace public. Et cet espace public a gagné avec les constructions, ils sont de plus en plus utilisés par les entreprises. Derrière sur le parking, que ce soit la rue Aristide-Briand, le chemin d'accès aux Abbesses, où les trottoirs sont pris pour que les entreprises, je
dirais, puisse, même sur la voie Pompidou. Donc, a priori, j'ai rien contre le fait que des entreprises utilisent une partie de l'espace public, sauf si c'est pour se l'approprier. Et cela, est-ce qu'on a prévu une indemnité quelconque sur cet espace public? Parce que par exemple cet après-midi, lorsque je suis passé sur la voie Pompidou, le peu de piétonisation qui avait été mis par l'entreprise était complètement bouché par les camions qui étaient en train de venir. Donc effectivement, là c'est plus de l'appropriation, c'est de la spoliation. Donc qu'est-ce qui est prévu pour que effectivement l'espace public revienne en état? Est-ce qu'il y a des contrats qui sont passés? Est-ce qu'effectivement on fait payer, je dirais, à ces entreprises un coût de l'utilisation de cet espace public? Merci, M. Carletti. Je vais essayer de répondre point par point là-dessus. Je vais commencer par le premier point que vous avez souligné, le permis de construire C0043, l'espace délivré. Il est actuellement en cours d'instruction. Un simple passage au service de l'urbanisme permet de vérifier cela. Vous avez mentionné dans vos propos le PLU. Je vous rappelle simplement que le PLU de Gagny a été annulé par une décision de justice le 11 juin 2019. Nous sommes maintenant sur le règlement national d'urbanisme. Et vous avez également évoqué dans vos propos le rez-de-chaussée, la possibilité de construire un parking en rez-de-chaussée. Comme je l'ai précisé lorsque j'ai présenté cette délibération, l'immeuble en question, c'est l'immeuble où était anciennement le relais Info Senior, qui a vocation à revenir exactement à la même place en rez-de-chaussée de l'immeuble. Voilà, donc c'est aussi pour cette raison que la solution de construire des parkings en rez-de-chaussée n'a pas été retenue. Concernant les temporisations que vous avez de camions sur la voie publique, ces temporisations sont interdites sur l'ensemble de la commune. Et à ce titre, ça a été vérifiable immédiatement. À ce titre, jeudi dernier, j'ai été amené à prendre un arrêté de fermeture de chantier sur le chantier qui se situe sur l'avenue Jean Jaurès parce qu'un des camions bloquait la circulation sur l'avenue Jean Jaurès alors que c'était strictement interdit. Donc nous avons rappelé au maître d'œuvre que cela n'était pas autorisé sur la commune de Gagny et j'ai pris un arrêté fermant ce chantier jusqu'au 13 janvier en mesure de sanction. Concernant l'utilisation du domaine public, effectivement, c'est réglementé et c'est payant. Voilà. Il y avait M. Cadoré. Concernant Pompidou, je passe pour cette information, je connais les choses dans les choses qui se passent. Il est simplement le camion, on empêche le passage piéton, quelques minutes, les choses ouvriers se placent, le temps que le camion rentre et vient sur le chantier. Mais autrement, le passage piéton est bien respecté. On va dire que je suis passé au moment. Oui, non, mais le camion arrive, c'est vrai, ils ouvrent leurs barrières et ils passent sur le chantier. Mais autrement, le passage piéton est bien respecté et je surveille ça de près. Je suis en charge de l'avarie, M. Cadoré et moi-même sommes extrêmement vigilants là-dessus. M. Angelini. Oui, vous avez cité un tarif de taxe comprise, mais est-ce qu'il n'est pas prudent de ne pas le mettre taxe comprise au cas où le taux de TVA s'entraîne? Prenez votre micro. Pour moi, le tarif était fixé au moment où la location commence. Ce n'est pas une location que nous allons actualiser à chaque fois. C'est pas prévu dans ce sens. Le notaire de la ville et celui du promoteur ont validé les propositions d'accord que nous avons soumises. Et là-dessus, ils sont partis directement sur le site. Je vais mettre au vote cette délibération. Monsieur Grand. Juste pour vous préciser, monsieur le maire, que je participerai pas au vote de cette délibération. Je vais mettre au vote monsieur Fournier. Monsieur le maire, nous
l'annonciez, effectivement, au niveau de la réglementation, on peut effectivement jouer des emplacements long terme pour ce type de construction. Là où je m'inquiète un petit peu, c'est que déjà nous allons perdre 18 places pour les Galiniens, et ce n'est qu'une première construction. En sachant que sur Vény, il y a plusieurs projets immobiliers, ne serait-il pas bon de demander au promoteur de revoir la voilure de son projet afin d'absorber le stationnement? Voilà, c'est tout. Parce que dans un futur, avec les différentes constructions, si nous, Galiniens, nous devons assurer le stationnement de ces habitations, dans quelques mois, nous n'allons plus avoir du tout de stationnement. Je pense avoir compris votre observation. Monsieur Fournier, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ces emplacements réservés sont pour des Galiniens, sont pour les 18 personnes qui vont occuper les logements construits. Comme je l'ai indiqué à M. Karleski également à l'instant, les caractéristiques techniques du sol en question ne permettent pas de creuser en sous-sol, ne serait-ce que sur un seul niveau, pour construire ces parkings. 18 logements, ce n'est vraiment pas beaucoup, surtout à cet endroit. Voilà. Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Le point suivant concerne la contribution communale obligatoire relative aux dépenses de fonctionnement de l'école Mercatatora pour l'année 2018-2019. Merci, M. le Président. Au terme de l'article L1442.5 du Code de l'éducation, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'école privée Mercatatora a conclu avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public en date du 31 janvier 2014 et dénombre pour l'année scolaire 2018-2019 95 élèves galiniens en élémentaire. Il est proposé de régulariser la reconduite du montant forfaitaire de 600 € selon la délibération 2010-51 du 18 septembre 2017, actualisant la participation aux écoles privées. Par conséquent, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le versement de la contribution forfaitaire annuelle obligatoire pour l'année scolaire 2018-2019 à l'école privée Mercatatora pour un montant de 57 000 € afin de régulariser les excédents. Des observations sur cette délibération? Je vous mets au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Toujours M. Roy, subvention exceptionnelle à l'occasion à l'association sportive du collège Pablo Neruda au titre de l'année 2010. Afin de soutenir les actions autour des Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront en partie sur notre département, il est proposé au Conseil municipal d'octroyer sous la forme d'une subvention exceptionnelle une aide financière de 2 000 € à l'association sportive du collège Pablo Neruda afin d'accompagner la réalisation du projet de labellisation Génération 2024 dans le cadre des JO de 2024. Il s'agit d'un projet porté par le collège Pablo Neruda. Dans ce projet sur lequel l'exemplaire a été remis en mairie, le collège compte bien entendu mener des actions d'ordre sportif sur les JO, mais aussi des actions de sensibilisation sur les valeurs de la République, sur la citoyenneté, en prenant en considération les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers politiques de la ville, mais aussi de faire tout un travail sur le décrochage scolaire. À ce titre, le collège a sollicité la ville de Gagny très peu de temps après que la ville ait reçu l'appel Gagny Terre de Jeu. La ville fait partie des 500 premières villes à avoir obtenu ce label son nom. Voilà. Y a-t-il des observations sur cette demande de subvention attribuée? Je vais mettre au voie. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant, l'admission en non-valeur et les créances éteintes. Daniel Ressèche. La trésorière de Montfermeil étant dans la possibilité de retrouver certaines dettes de la commune, a adressé un message au président communal à ce poseur
Il s'agit d'une dépense pour le budget de l'adulte. Cependant, cet effort de clarification budgétaire permet à la commune d'assurer les créances devenues irrécouvrables et prescrites. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables pour 5 291,77 € selon la liste ci-dessous pour les années 2009 et 2018 correspondent à des créances. Le tableau vous présente les informations de 2009 à 2018 pour un total en euros, comme expliqué précédemment, de 5 291,77 €. Et en deuxième point, d'autoriser l'admission de la liste des créances éteintes pour 7 858,30 € pour les années 2014 à 2018 et l'exercice des années 2014 à 2018 pour un montant de 7 158,30 € et d'imputer les dépenses au chapitre 65. Merci, Mme Castrèche. Des observations là-dessus. Mettre au voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne le point de compensation des charges transférées auprès de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est et qui est toujours Janine Castrèche. Conformément à l'article 59 de la loi 2015-591 du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de la République, le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une contribution au fonds de compensation des charges transférées au territoire Grand Paris Grand Est afin de pourvoir aux dépenses des compétences transférées depuis le 1er janvier 2013 et aux frais de cet établissement. La commission locale d'évaluation des charges territoriales du Grand Paris Grand Est le montant des ressources nécessaires au financement des compétences exercées par l'établissement public territorial. La contribution de gagner au fonds de compensation. La question, effectivement, ne peut pas être entièrement militaire, donc effectivement, la place du souvenir français, la place du commémorant, c'est une logique. Donc, je pense que le mieux, à partir du moment où, intellectuellement, on a un accord sur deux possibilités, c'est de regarder avec la famille, et de regarder aussi un peu le choix de la famille, voire aussi des choix associatifs. Si on propose au niveau du sport, étant donné, voilà, il est quand même directeur du Tour de France féminin, c'est pas n'importe quoi. Donc, voilà, donc on peut aussi regarder avec les associations sportives pour que, je dirais, on ne soit pas dans une chicanerie qui ne limerait à rien, mais qu'on puisse effectivement le faire sereinement. En plus, alors, moi, voilà, Michel Penet, je veux dire, moi, je ne comprends pas, aujourd'hui, quand on parle de la place Foch, on parle de la place Foch. Je veux dire, il n'y a pas une séquence de la place Foch, il y a un bout qui s'appelle comme ça, un autre bout qui s'appelle. C'est la place Foch, je dirais. Après que cadastralement ce ne soit pas la place Foch, etc. Ok, mais il me semble que pour les cabinets, quand on parle de la place Foch, c'est l'ensemble. Or, je suis un grand fan de Michel Penet, hein, vous savez. Bon, mais hormis que je suis très respectueux je dirais, du fait qu'il ait été maire pendant plusieurs dizaines d'années, donc c'est un enfant de la République et qu'il a voué sa vie à la gestion publique, à la chose publique. On n'est pas d'accord sur le contenu, mais ça. Donc, qu'on veuille essayer de commémorer son nom en utilisant effectivement des bâtiments publics, etc., je peux consommer. Enfin, vous qui êtes des fans inconditionnels, vous proposez de séquencer la place Foch. J'ai un peu du mal à comprendre si ce n'est l'aspect de la précipitation. Or, le but, c'est pas de faire, je dirais, de donner son nom à un édifice avant les élections municipales, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse tout pour montrer que c'est moi l'héritier de Michel Penet. C'est de rendre hommage à quelqu'un. Soit d'accord ou pas d'accord avec ce qui est fait. Enfin, il y en a certains, moi je ne rends pas hommage, mais là n'est pas la question. Mais
suppression de cette délibération. On ne peut pas accepter une délibération comme ça. Vous pouvez? Allez-y. Merci. Donc, concernant le colonel Robert Doran, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que vous avez dit en observation reprenait quasiment mon propos. Vous êtes dans la présentation de la délibération, je ne vais pas revenir plus en amont là-dessus. Concernant l'esplanade Michel Pelé, cette esplanade n'existe que depuis la fermeture de la rue. La place Foch existait auparavant. Entre la place Foch et le bâtiment de l'hôtel de ville, il y avait une rue qui passait, d'accord, et qui était complètement distincte de la place Foch. Pour en avoir discuté avec lui de son vivant, c'est un moulin qui lui ferait énormément plaisir. Il ne s'agit pas d'une précipitation. D'accord? Il ne s'agit pas du tout d'une précipitation, mais il s'agit simplement pour moi, en tant que maire de la ville, d'assumer pleinement les responsabilités qui sont les miennes, en rendant hommage aux personnalités qui sont décédées sur la ville, tant que je suis encore à ce poste. Que les choses soient extrêmement claires. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, M. Fournier. Oui, monsieur le maire. Alors, je vous rejoins concernant les trois hommes, et je rejoins M. Parisi sur la forme, pas le fond. Sur le fond, il n'y a pas de souci. Les trois hommes méritent, bien sûr, ayant œuvré pour la ville depuis des années et des années, une reconnaissance avec une rue, un bâtiment, voilà. Cette réflexion a été faite, bien sûr, de façon précipitée. Pour preuve, moi j'ai reçu le conseil municipal le mercredi 11 à midi dans ma boîte aux lettres, avec cette proposition, alors que les familles n'avaient pas encore discuté avec nous. En tout cas, une famille. La famille de M. Richard. À midi, elle ne vous l'avait pas vu pour ce point-là. Monsieur, je ne vais pas faire l'étalage des discussions que j'ai avec la famille de M. Robert Richard, sauf que la proposition qui a été faite à la famille de M. Robert Richard a été faite dès le mois de novembre, pas là, après l'envoi du conseil municipal. Dès le repas de l'UNC, en ce moment, cette conversation a eu lieu avec la famille de M. Richard. Effectivement, cette conversation a été faite. Vous n'y étiez pas. Dans un couloir, d'accord, où la famille vous a dit qu'il faudra y réfléchir. Vous n'y étiez pas. Voilà. On ne peut pas rapporter ce genre de propos, Une discussion avec la fille de M. Richard. Donc voilà. En tout cas, la fille de M. Richard, vous l'avez reçue ce mercredi 11 à 17h. Voilà. Donc, et mardi, je suppose que, donc, je l'affirme, donc, que ces décisions ont été prises à la hâte. Comme je vous ai dit, sur le principe, il n'y a pas de problème hein, sur les trois hommes. À 3 mois des municipales, je trouve que c'est vraiment précipité. Peu importe qui sera là après le 22 mars, ces trois hommes auront bien sûr quelque chose. Vous éventuellement retirer ce point-là ce soir du conseil municipal afin de le réétudier un petit peu plus tard. Merci, monsieur le maire. Monsieur Fournier, l'ordre du jour du conseil municipal est fixé par moi à partir. Là-dessus, comme je l'ai dit aux membres du conseil, je veux bien retirer le point concernant le colonel Robert Doran, et concernant Robert Richard, alors même que j'avais eu l'accord de la famille, si l'inauguration de la roseraie dénommée Roseraie Parc Robert Richard aurait eu lieu au mois de mai, lorsque le parc serait en fleurs, la famille étant revenue sur sa décision le lendemain à 17h effectivement, je veux bien retirer ce point, c'est juste par courtoisie, c'est uniquement par courtoisie. Sur les deux autres points, je pense que la délibération passe et que nous allons voter dessus. Que vous votez contre ou que vous absteniez,
cela ne me dérange pas, c'est votre droit le plus légitime. Madame Aubry et ensuite Alexandre. Oui, cher collègue Guillaume, je voudrais juste vous rappeler un bureau municipal que nous avions eu, parce que vous étiez adjoint parmi nous. Michel Pelé, de son vivant, nous avait dit qu'il souhaiterait, lorsqu'il ne serait plus à gagner, que cette petite bande qu'il y avait entre la façade de la mairie et la place Foch soit nommée l'esplanade Michel Pelé. Donc ce n'est pas une décision que nous avons prise à la hâte pour le passer à conseil municipal, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur. Et je voudrais que tout le monde dans cette salle l'entende et sache que c'est vraiment quelque chose qu'il nous avait demandé de son vivant. Et monsieur Fournier, je pense que vous avez entendu comme ça. Merci, monsieur le maire. On a passé quelques délibérations avec grande rapidité et ça ne posait pas de problème. On est en train d'évoquer la mémoire de 3 personnalités locales, pour certains qui ont œuvré localement, d'autres au niveau national, voire international. Honnêtement, si certaines délibérations devraient recueillir l'unanimité et le respect, c'est bien celle-ci. Je n'arrive pas à comprendre que pour des raisons politiques, de base politique, on arrive à faire des commentaires de la sorte, tout ça, pour s'illustrer. Mais vraiment, que ce soit Michel, que ce soit Robert, que ce soit le colonel, ça devrait recueillir l'unanimité, quel que soit le lieu. Ce sont des personnalités qui ont travaillé pour le bien commun de la ville. Merci, monsieur. Monsieur le maire, je ne vais pas revenir sur l'importance des trois personnalités donc, qui figurent dans cette délibération. On apprend que la famille Richard ne souhaite pas effectivement la délibération. Donc, à mon avis, si elle n'est pas précipitée, mais elle est peut-être au point de faire attendre le premier conseil de janvier, vous faire une délibération propre, c'est-à-dire qu'on figure effectivement les personnes qui on peut attribuer à bâtiment, une rue, etc. Alors, en dommage, ce sont des personnalités de la ville de Gagny. Personne ne dit le contraire dans la salle, il mérite d'être honoré. Il y a effectivement un doute sur le colonel Robert Torrent. Non, ça a été levé. Je ne sais pas, j'ai entendu que ça peut être un bâtiment sportif, j'ai entendu qu'il y avait une... Non, là, il y a... Voilà. Alors, personnellement, je termine. Personnellement, je suis pour que ces personnalités se voient attribuer une reconnaissance municipale. C'est pas débat. Mais pour éviter toute polémique sur la précipitation, sur le fait qu'effectivement, bon, on voit bien qu'il y avait un petit problème avec M. Richard, puisque maintenant sa famille ne souhaite pas en figurer son nom en figurant dans cette délibération. Je pense qu'il serait mieux, il serait même plus sage de reporter cette délibération au premier conseil de janvier. Donc c'est pas après l'élection du futur maire, mais ça donnerait du temps à la sagesse et à la réflexion. Voilà. Monsieur Archimède, merci pour ce conseil. Tel que je disais tout à l'heure, si vous voulez que je clarifie la délibération sur la base des propositions qui ont été faites, je peux la faire. Le compte rendu du conseil municipal est prévu à cette session. D'accord? Quand vous avez reçu votre dossier du conseil, sur chacun des dossiers, vous avez une note de synthèse, vous avez des projets de délibération. Tant que ces délibérations ne sont pas votées, elles ne sont pas encore des délibérations. C'est le fonctionnement tout à fait normal de notre institution. Donc, concernant monsieur Michel Pelé, donc je propose l'esplanade Michel Pelé pour la partie entre la place Roche et monsieur Cotteret. Je voulais revenir sur le courrier que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas lu mon propre. C'est sa fille qui, à 17h cet après-midi, m'a demandé de le lire. C'est pas de la base politique, elle m'a demandé de lire ce courrier cet après-midi, à 17h. Voilà, donc j'ai lu ce courrier, au nom, parce qu'elle a recueilli un certain nombre de réflexions des gens qui le connaissaient, des gens qui étaient ses amis, donc c'est un cercle de réflexion, et elle m'a demandé de lire ce courrier. Enfin, moi qui décidais de venir faire de la base politique, c'est pas de la base politique, c'est sa famille. Donc c'est une réflexion de son entourage. Monsieur Cotteret
là-dessus, que les choses soient également claires. Françoise Schneider, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Oui, je ne sais pas à quelle heure vous avez reçu ce courrier, mais évitez de me couper la parole, qu'il y ait au moins cette proposition. D'accord? J'ai eu cette fille aujourd'hui au téléphone, au début d'après-midi. Nous sommes mis d'accord sur la place du souvenir français colonel Toro. Nous sommes également mis d'accord sur une dénomination dans le futur d'une structure sportive. Je ne vois pas en quoi le fait de dénommer la place du souvenir et de laisser pour plus tard la redénomination d'une structure sportive pose souci et va à l'encontre du courrier que vous avez lu. Voilà, c'est tout. Mais on a quand même de venir à discuter ça, mais c'est libéral pour lui. Donc, dans la délibération, donc je finis ma phrase, je ne reviens pas sur l'esplanade Michel Solé, sur l'hommage rendu au colonel Robert Torrent. Je propose donc la place du souvenir français du colonel Torrent. Voilà, donc ce sont les deux propositions que je fais ce soir. Monsieur Blain, est-ce que vous pourriez préciser exactement pourquoi on ajoute aujourd'hui, la place du souvenir français s'appelle tout simplement la place du souvenir français. D'accord? On va juste adjoindre à cela la place du souvenir français, colonel Torrent. Vous avez dit place du souvenir français du colonel. Non, colonel Torrent. Vous avez bien fait me demander ça. Voilà, donc je vais mettre au voie cette délibération ainsi modifiée. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à la majorité. Le point suivant concerne la politique de la ville, le contrat de ville, un protocole d'engagement renforcé et réciproque. C'est M. Bonneau. Merci, Monsieur le maire. Conformément à l'instruction du Premier ministre du 22 janvier 2019 et à la feuille de route départementale du 26 avril 2019, une démarche de rénovation des contrats de ville a été menée par Grand Paris Grand Est. L'établissement public territorial est la seule autorité compétente en matière de pilotage politique de la ville au regard de la loi. La rénovation des contrats de ville et l'élaboration du protocole d'engagement renforcé et réciproque, PER, ont été menées en 7 mois de manière concertée et partenariale. Le PER est structuré sous forme d'articles au nombre de 5. Article 1er. Identification des 6 contrats de ville initiaux. Article 2. Objet du protocole, modification des piliers développement économique et emploi, des 6 contrats de ville, modification des volets éducatifs des contrats de ville de Rosny-sous-Bois, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Article 3. Modalité de gouvernance. Affirmation du pilotage de la politique de la ville par Grand Paris Grand Est, en lien avec les villes. Identification des différentes instances de pilotage, territoriales et locales. Article 4. Axes stratégiques et objectifs opérationnels. Intitulé et description des objectifs opérationnels, identification des engagements réciproques. Article 5, enfin, ingénierie et modalités de suivi. Description de l'ingénierie de Grand Paris Grand Est, maîtrise d'œuvres urbaines et sociales, qu'on appelle la mouche territoriale. En lien avec les villes, mouches communales, identification des indicateurs de suivi des objectifs opérationnels. Le PER a été signé le 6 novembre 2019 par M. le préfet de Seine-Saint-Denis, le président de Grand Paris Grand Est et les maires de Clichy-sous-Bois, Gagny, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Montfermeil, Rosny-sous-Bois et Villemomble. Le contrat de ville initial est conservé jusqu'en 2022 et bénéficie d'une animation complémentaire à l'échelon territorial. Par ailleurs, les moyens financiers et humains de la commune de Gagny seront affectés à la bonne mise en œuvre du protocole d'engagement renforcé et réciproque, tel que décrit dans son article 4. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le protocole d'engagement renforcé et réciproque. Je vous remercie.
Observation, je vais mettre au vote cette délibération. Ah, c'est carré. C'est ma soirée. C'est la dernière de l'année, donc c'est bon. Non, en fait, franchement, j'ai des services publics en moi. Quand je lui dis pareil, je lui dis, on présenterait un document pareil à n'importe qui dans la vie, qu'est-ce que c'est que l'administration? Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien, il y a tout. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est quelque chose qui est très dangereux parce que c'est tellement vague qu'on peut y mettre n'importe quoi. Et ensuite, il n'y a aucune précision. Alors, bien entendu, on ne peut pas revenir avec tous les documents de la politique de la ville, etc. Parce qu'il y en aurait des, j'allais dire, des mètres, au moins des dizaines de centimètres d'épaisseur. Quand même, il faut au moins quelques précisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Affirmation du pilotage de la politique de la ville par Grand Paris Grand Est en lien avec les villes. En lien. Moi, je suis président de Grand Paris Grand Est. Je dis, ben voilà, on va faire ça. Et la ville n'est pas d'accord. Ouais, ben ça fait rien, c'est pas. Je vais faire venir avec vous, je lui ai dit. C'est tellement vague, alors effectivement, on peut avoir confiance. Oui, mais moi je dis que la confiance, à un moment donné, ça se limite, ça se limite, c'est les intérêts de la ville. Et puis, axe stratégique et objectif opérationnel, intitulé Description des objectifs opérationnels. Nous avons marqué quelques-uns quand même, parce que franchement, on nous demande d'approuver un texte. Pas normal, il y a eu des trucs comme ça. Oui. La deuxième, M. Carletti, la compétence politique de la ville relève du territoire Grand Paris Grand Est. Le territoire, dans son bureau exécutif dont je fais partie, a fait le choix de laisser aux villes la possibilité de pouvoir piloter une partie des projets inscrits dans le cadre du contrat de ville. Le protocole qui a été signé avec l'État, le protocole étant signé directement avec l'établissement public territorial, c'est uniquement pour cette raison que tous les axes stratégiques et opérationnels n'ont pas été détaillés là-dedans. Lorsqu'il est précisé que l'affirmation du pilotage de la politique de la ville par Grand Paris Grand Est, c'est que l'État a demandé à l'EPT de faire en sorte que les axes et les orientations dans le cadre des appels à projets du contrat de ville soient harmonisées au niveau du territoire. Qu'au niveau du territoire Grand Paris Grand Est, on ait des orientations communes entre les 7 villes du territoire qui sont dans la politique de la ville. Et à ce titre, l'État, et c'est pour ça que c'est un engagement réciproque, l'État, à ce titre, finance la maîtrise d'œuvres urbaines et sociales, le MOUS, d'accord, dans le cadre de ce protocole. Donc, effectivement, cela peut vous paraître extrêmement lointain lorsque vous lisez juste la délibération telle qu'elle est présentée. Aujourd'hui, on ne pouvait pas non plus déroger au protocole qui a été signé, parce que ce protocole a été signé d'une façon complètement générale pour le PT dans sa globalité. Oui, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai une très grande logique dans ma démarche. Je me suis tout le temps battu contre la création de ces EPT à partir du moment où ce n'était pas, comment dirais-je, une volonté politique de l'ensemble des villes et d'avoir un projet commun politique qui effectivement permettrait des choses. Donc là, on est dans une création forcée, et en même temps, en fait, il faut se montrer un peu respectueux des élus à qui on demande de voter quelque chose. Là, c'est un chèque en blanc sur quelque chose. Donc, si tu n'es pas d'accord, nous considérons que nous ne pouvons pas passer toute notre vie dans des magasins à faire des courses, et même si effectivement parfois certains peuvent retrouver qu'un dimanche, c'est plutôt sympa parce que quand on oublie quelque chose, il suffit d'être un peu prévenant. Après, sur les questions d'indemnisation,
des salariés, je dirais d'une manière générale, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que effectivement ces dérogations de travail dominical ne sont pas indemnisées d'une manière générale comme elles doivent l'être, et que ça rentre de plus en plus dans les contrats, voire que pour les nouvelles embauches, un certain nombre de salariés se voient refuser leur embauche parce qu'effectivement, dans les critères à l'intérieur du choix, il y a marqué êtes-vous favorable au travail du dimanche ou pas. Donc, pour ces questions-là, on est un certain nombre à être contre cette délibération. Merci pour cette explication de vote. Je vais mettre au vote Monsieur Archimède. Oui, monsieur le maire, dans le texte, il est précisé que les organisations syndicales et patronales du magasin Monoprix ont été informées par le directeur du Monoprix dans les conditions réglementaires. Mais je ne connais pas l'avis des syndicats qui ont été informés aussi, Sébastien. Le directeur du magasin n'est pas tenu de nous donner l'avis de son syndicat. Il est juste tenu de nous confirmer avoir consulté son syndicat. Tout à fait, comme je suis informé. Je vais mettre au point, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Il y a deux abstentions. Deux abstentions, 3 avis contraires, adoptés à la majorité. Je vous en remercie. Le point suivant concerne la création d'un emploi permanent. Monsieur Cadoré. En 2012, la commune de Gagny a mis en place un dispositif d'accompagnement des collégiens temporaires et sur plus acte. Chaque année, environ 50 collégiens sont accueillis à ce titre par l'espace Autre Jeunesse et bénéficient des ateliers pluridisciplinaires mis en place par leurs référents actes en coordination avec le service collectif de la ville. L'expérience acquise sur ce dispositif a permis de dégager le besoin d'entreprendre des actions plus particulières envers les élèves les plus décrocheurs. Il s'agit de pouvoir proposer un programme différencié aux élèves exclus une seconde fois, assurer un suivi des collégiens après le retour dans leur établissement, les accompagner dans leur parcours de loisirs. Il s'agit également d'opérer au sein des établissements scolaires des actions de prévention ainsi que de participer à l'identification de l'accompagnement des jeunes sans formation ni emploi. Un dossier a été soumis à la Commission de Créteil afin d'obtenir un financement du Fonds social européen le 4 juin 2019. Le pré-projet a été validé par la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Il est donc proposé au Conseil municipal d'ouvrir un poste de médiateur référent scolarité pour favoriser le développement du dispositif ACT. Merci, monsieur le maire. Juste par curiosité, j'aurais souhaité en savoir un petit peu plus, si c'est possible, sur les actions de prévention, ce sont des élèves qui sont dans la communauté, et également ce que vous pouvez faire pour l'identification et l'accompagnement des jeunes sans formation et emploi. Donc là-dessus, concernant les actions de prévention qui sont menées à l'espace aux ressources jeunesse concernant le dispositif ACT, et sur ce dispositif, chaque année, nous renouvelons des actions qui sont validées par le comité de pilotage et de suivi de ce dispositif, et chaque année, mes équipes proposent, en concertation avec les chefs d'établissement, de nouvelles actions à destination des jeunes. Ça peut aller de travail en concertation avec le commissariat de police de Gagny, des travaux avec le psychologue référent du dispositif, également tout un travail mené sur la découverte des métiers en collaboration avec la mission locale de Gagny. Cela me permet de faire le lien avec la seconde partie de votre question, et concernant les jeunes qui n'ont ni formation ni emploi. Dès que ces jeunes atteignent l'âge de 16 ans, ils sont aussi orientés vers la mission locale. Je vais mettre au vote Monsieur Angélique. À quelle hauteur pourrait être le niveau de financement de ce Fonds social européen? Le Fonds social européen est très secret sur son niveau de financement. Nous déposons un dossier qui est validé par l'Académie sur la qualité du projet. L'Académie émet un avis favorable
faut que ce projet puisse être présenté au Fonds social européen, qui est complètement souverain sur le montant de participation qu'il accorde ou pas. Je vais mettre en voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie pour tout. Le point suivant concerne la convention cadre de transfert du PLIC entre la ville de Gagny et le CCS. Monsieur Cadoret. Le Centre local d'information et de coordination PLIC est un service de la ville de Gagny. Il répond au cahier des charges de la circulaire 18 mai 2001 et il est doté d'un niveau de réalisation niveau 3 depuis 2015. Le niveau 1, c'est l'accueil, l'écoute, l'information, le conseil, l'orientation et soutien de proximité. Le niveau 2 prolonge le niveau 1 par l'évaluation des besoins des personnes et l'élaboration d'un plan d'accompagnement. Le niveau 3 prolonge le niveau 2 par la mise en place et le suivi du plan d'accompagnement personnalisé et son ajustement aux besoins des personnes âgées. Les agents du PLIC sont en mesure de donner des renseignements sur les démarches à accomplir en fonction des besoins et sur l'offre des services d'aide à domicile, le portage de repas, l'établissement, l'hébergement. Le PLIC organise des actions de prévention et d'information autour des différents thèmes. Atelier nutrition mémoire, conférence sur la prévention de la santé, aménagement de l'habitat, et groupe de parole sur les étangs. Le pôle senior 10 du CCAS propose les services du maintien à domicile, aide à domicile, portage de repas, téléassistance et de soins à domicile. Il est nécessaire d'inscrire le centre local d'information et de coordination au sein du pôle senior 10 pour rendre à une meilleure coordination de la gérontologie. La loi 2002 de janvier 2002 reconnaît les centres locaux d'information et de coordination PLIC dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, sous mention et partie du PLIC, valide ce transfert. Il convient donc de transférer le service PLIC de la ville au CCS par le biais d'une convention précisant les modalités d'organisation. Les deux agents actuellement affectés au PLIC demeureront personnel communal et poursuivront l'activité en étant mis à disposition du CCS. Le comité technique a examiné ce dossier le 6 décembre dernier. Il est donc demandé au membre du conseil municipal d'accepter le transfert intégral du service PLIC de la ville au CCS et d'autoriser la maire à signer tous les documents en découlant. Éventuelle de M. Archimède, le comité technique qui s'est réuni le 10 décembre sur ce sujet a émis un avis favorable à l'unanimité. S'il n'y a pas d'observation sur cette délibération, je vais la mettre au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je vous déclarerai concernant la mise à disposition du plastique entre la commune de Gagny et le CCS concernant toujours le prix. Outre les compétences obligatoires spécifiques déterminées par les textes, le Centre communal d'action sociale CCS de la ville de Gagny est amené à exercer diverses missions transférées par la ville de Gagny. Les compétences transférées du Centre communal d'action, le Centre local d'information et de coordination de PLIC, est géré au sein d'un budget avec le CCS, à savoir le budget PLIC. En application des articles L5211.5 et L5211-17 et L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L1321-1 et les deux premiers alinéas de l'article L1321-2 et l'article L1321-3, L1321-4 et L1321-5 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L1321-1 du CGCT, le transfert d'une compétence entraîne le plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens, meubles, immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de cette compétence. Et cette mise à disposition est constatée par un procès verbal établi conciliatoirement entre les représentants de la collectivité antérieure compétente et la collectivité bénéficiaire. Conformément à l'article L1321-2 du CGCT, lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire de ces biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit.
conformément à l'article 1321-5 du CGCT, lorsque la collectivité antérieure compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué à la collectivité antérieure compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieure compétente constate cette substitution et notifie les contractants. La commune met à la disposition des CCS budget tous les biens et équipements du TIC qui sortent de l'inventaire communal. Il est donc proposé au nom du conseil municipal d'approuver la mise à disposition de l'activité classique entre la commune de Gagny et le CCS pour l'exercice de la compétence de la formalisation géologique et sociale. Merci, M. Cadoret. Je vais mettre au vote de délibération et le contraire. L'abstention adoptée à l'unanimité. Bonjour, M. Cadoret. Dans une convention spécifique du bon compte de commande de levée topographique et de géodétection de réseau. Les collectivités recourent régulièrement aux services photographes, notamment pour répondre aux besoins d'élaboration de projets. L'évolution de la réglementation relative aux travaux de proximité des réseaux a renforcé les obligations en la matière et rendu indispensable des investigations complémentaires visant à localiser précisément les réseaux pour lesquels les exploitants ne disposent pas d'une cartographie adaptée. Enfin, le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France et le syndicat d'énergie de Seine-Marne disposent d'un marché de levée topographique et de géodétection de réseaux qu'ils utilisent pour leurs besoins propres, en vue des travaux d'enfouissement des réseaux électriques, donc bien sûr la maîtrise d'ouvrage. À la faveur du renouvellement de ce marché, à l'horizon du premier trimestre 2020, les prestations pourraient être mutualisées par la participation à un groupement de commandes afin d'alléger la charge de travail supplémentaire que cette phase d'évaluation peut représenter pour les maîtres d'ouvrage. Le CGF et la SDESM, en association avec le syndicat d'énergie des Yvelines, pour le département des Yvelines, se chargeront de l'ensemble de la procédure de passation de ce marché, groupé auquel le commune de Gagny pourra librement recourir en fonction des besoins diagnostiques, à la simple condition d'avoir formalisé l'adhésion avant le lancement de la consultation. L'adhésion à ce groupement de commandes entraîne aucune participation financière à son fonctionnement pour les communes adhérentes. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes de levée topographique et géodétection des réseaux, d'autoriser le maire à signer cette convention et à prendre toutes les mesures d'exécution de la présente délibération. L'adhésion à ce groupement de commandes n'entraîne aucune participation dans votre financier à son fonctionnement pour les communes adhérentes de CIGEP, hormis le coût des prestations commandées pour les besoins propres de la commune. Monsieur Carrassi. Donc sur le principe, rien à dire. La seule chose que je voulais savoir, c'est si dans l'accord que vous avez passé, il est bien stipulé qu'on puisse faire du relevé 3D, qui sont des nouvelles technologies qui sont en cours, et effectivement, il n'est pas fait de le faire, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'études de levée se font comme ça, et notamment pour les réseaux, pour l'utilisation après, pour la sauvegarde des réseaux, pour d'autres sujets, c'est quand même beaucoup plus sympa et efficace la 3D que simplement des relevés de tout. Merci M. Carrassi pour cette précision. Effectivement, la 3D est bien prévue dans ce cadre. En fait, la 3D fait partie des prestations commandables par la ville. Voilà. Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie.
Le point suivant, je vais le présenter personnellement, concerne la dénomination des espaces publics en hommage à des personnalités communales disparues. Donc, sur les années 2018 et 2019, notre ville a vu disparaître 3 personnalités dont l'investissement dans la vie de la commune était indéniable, en la présence donc, de M. Michel Tellet, qui est décédé le 24 avril dernier, juillet dernier, M. Robert Richard, décédé le 26 juin 2019, et le colonel Robert Torrent, décédé le 19 juillet 2018. Afin de rendre hommage à ces 3 personnalités communales, je propose au conseil municipal d'affecter leur nom à 3 espaces publics. À l'origine, dans la délibération que vous avez reçue, il était proposé de proposer l'espace entourant le château de Maison Blanche par le nom de M. Robert Richard. Après discussion avec la famille de Robert Richard, il a été décidé de retirer cette proposition de la délibération. Même si la loi n'oblige pas à obtenir le consentement de la famille, je trouve ça tout à fait courtois de respecter la volonté de la famille en la matière. Concernant M. Michel Tellet, il est proposé au conseil municipal de dénommer l'espace public allant de la place Foch à l'hôtel de ville Esplanade Michel Tellet. Concernant le colonel Robert Torrent, vous aviez dans la délibération 2 propositions, soit un des 2 squares situés sur la place Foch, soit la partie de l'avenue de la République située entre la rue de la Croix Saint-Siméon et la rue du 8 mai 1945. Sur cette proposition sur l'avenue de la République, la proposition a été faite dans ce sens pour ne pas perturber les lieux déjà habités. Parce que tout changement de dénomination de voie entraîne des démarches administratives assez lourdes pour les habitants. C'est dans ce cadre-là que la proposition a été faite sur cette partie de l'avenue de la République. Au même titre que pour le colonel, que pour Robert Richard, pour le colonel Robert Torrent, j'ai pu échanger à plusieurs reprises avec sa fille Françoise Schneider, et j'ai réussi à lui faire une proposition qui me semblait encore plus juste que les 2 propositions proposées dans la délibération d'aujourd'hui. C'est au regard de l'attachement du colonel Torrent au devoir de mémoire d'appeler la place du souvenir français la place du souvenir colonel Torrent. Voilà, c'est ça la proposition que je vous fais aujourd'hui. Donc la délibération va se résumer donc à la dénomination de l'espace situé entre la place Foch et l'hôtel de ville en Esplanade Michel Tellet, et la place du souvenir français qui deviendra la place du souvenir français colonel Torrent. Donc juste un ajout en plus de cette place. Concernant le colonel Torrent, nous évoquerons sûrement à l'avenir l'équipement sportif en sa mémoire, parce que c'était également un grand sportif de Gagny. Voilà. Monsieur Cotteret. Monsieur le maire, c'est avec étonnement que j'ai reçu dans l'ordre du jour du conseil municipal une note pour dénomination d'espace public en hommage à des personnalités communales disparues. Il y a quelques jours, nous avions discuté avec les membres de la majorité des sujets qui seraient abordés lors du conseil de ce jour, et je n'ai pas souvenir de ce document. S'il est normal que nous rendions hommage à ces personnalités, il aurait été démocratique que l'ensemble du conseil municipal y soit associé. Je pense en effet, et si les familles en sont d'accord, que le souvenir de ces personnalités n'appartiennent pas à une minorité de Gabiniens, mais à tous les habitants et à leurs représentants élus. Pour ma part, ayant eu l'honneur de travailler avec le colonel Torrent dans les écoles, sur le département, dans les associations, je garde le souvenir d'un homme fier, humble et généreux, un homme d'honneur, un exemple pour nous tous. Et c'est pour cela que je prends la parole. Quelle aurait été sa réaction s'il avait su que la ville de Gagny regardait de lui l'image d'un parking municipal? Lui qui avait connu tous les conflits du XXe siècle, enfant de la Première Guerre mondiale par son père grand mutilé, homme de paix, tourné vers la jeunesse et vers le sport, ancien commandant du bataillon de Joinville et de l'école interin des sports de Fontainebleau.
C'est pour cela, après réflexion, et après en avoir parlé avec sa famille, que nous venons vous proposer de renommer le stade Jean Bouin en stade Robert Thoron, étant donné qu'il y a une rue et un quartier nommé Jean Bouin. En espérant que cette réflexion recueillera l'assentiment du plus grand nombre, je vous remercie de m'avoir écouté, monsieur le maire. Merci, monsieur Cotteret. Vous vous étonnez de ne pas avoir eu cette information alors que vous étiez de la majorité. Je vous rappelle juste que je l'ai dit en début de conseil, il y a quelques jours, j'ai reçu un courrier de votre part me demandant de vous retirer de la majorité. Donc, il ne faut pas s'étonner de récolter le fruit de votre travail. Concernant la proposition que vous faites, je ne suis pas opposé à la proposer au conseil municipal, parce que c'est le conseil qui vote sur ces dénominations. Donc, si vous le souhaitez, chers collègues, je vais vous proposer deux votes. Un premier vote sur l'esplanade Michel Telet, donc sur la partie entre la place Foch et l'hôtel de ville. Donc là-dessus, y a-t-il des avis contraires? Oui, excusez-moi. Sur le fond, effectivement, j'ai la même, en ce qui concerne le colonel Robert Thoron, qui est une personnalité sportive nationale. Il nous avait semblé plus judicieux de regarder quelque chose qui, pour lui rendre hommage, une installation sportive pour un scolaire, pourquoi pas aussi, puisqu'il a beaucoup travaillé dans les écoles, plutôt qu'un square, etc. De là à se prononcer sur une délibération comme ça pour dénommer le stade Jean Bouin, je veux dire, c'est vous laisser un peu le temps de réfléchir, de regarder et de ne pas aller dans la précipitation, ce qui me semble être un peu cette délibération faite dans la précipitation. Donc, nous préférerions que voilà, qu'il y ait une désignation qui soit plus côté sportif et cliché, mais la sortie, c'est pas la peine. Okay, voilà. Donc, si, comment dirais-je, on nous demande de voter quelque chose dans lequel on n'a aucune précision, qui peut être quelque chose de bien, on n'en sait rien, on ne peut pas démontrer, et on nous infantilise. C'est-à-dire, en gros, voilà, le Premier ministre a décidé, c'est le PT qui fait, donc on ne peut pas déroger pour qu'il faut voter. Ben non. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir des informations, on a besoin de savoir ce qu'il faut voter. Je vous ai entendu, je vais vous apporter quelques éléments supplémentaires, même si j'ai très peu d'espoir sur le changement de votre projet. Concernant le contrat de ville uniquement local à Gagny, comme l'ensemble des contrats de ville du département de la Seine-Saint-Denis, l'enveloppe dévolue à ces contrats de ville, notamment sur le contrat de ville de Gagny, l'enveloppe a été sacralisée par le gouvernement jusqu'en 2022. C'est-à-dire que là-dessus, les financements donnés à la ville de Gagny pour porter ou aider les porteurs de projets dans le cadre du contrat de ville ne bougeront pas et sont sacralisés. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour nous. En plus de cela, l'État décide de financer l'ingénierie urbaine et sociale sur le territoire Grand Paris Grand Est, justement pour nous permettre d'harmoniser les orientations que nous aurons choisies pour notre territoire. Je le répète encore une fois, l'ensemble des maires et des élus représentant la politique de la ville des 7 communes qui sont en politique de la ville au niveau de l'EPT sont concernés, sont conviés à des réunions de travail et ont travaillé sur l'élaboration de ce protocole d'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres prises de parole là-dessus? Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? J'ai raté, j'ai pas réussi à convaincre M. Kareski. Des abstentions? Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Les derniers points à l'ordre du jour concernent les examens des rapports de délégation des services publics qui ont été remis à la ville. On commence par la piscine. En vertu de l'article L1413 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire du contrat de délégation du service public produit de chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant l'ensemble des
opérations relatives à l'exécution de la délégation et une analyse de la qualité de service. La société Vermarie, qui exploite la piscine de Gagny par voie d'affirmage depuis le 1er janvier 2018, a transmis son rapport. Celui-ci présente l'activité de la piscine pour l'année 2018. La commission consultative des services locaux a été appelée à examiner le rapport du 3 décembre 2019. Le conseil municipal est donc invité à prendre acte du rapport annuel relatif à l'exploitation de la délégation de la piscine pour l'année 2018. Next, nous avons le rapport complet du délégataire écoutable à bientôt. Le conseil prend juste acte que le délégataire a bien rendu son rapport concernant. Donc, on va voter quand même. Donc, quand on lit le bilan qui nous est proposé, on ne peut pas dire que ce soit un bilan très exceptionnel en termes de satisfaction. Alors, oui, bon, il n'est pas non plus terrible, d'autant plus qu'il y a quelques chiffres qui sont quand même de l'ordre de la satisfaction qui est descendue à 70%. C'est pas terrible. Mais on a un compte qui est négatif, donc un bilan qui n'est pas terrible. Moi, ma question, c'est quel est l'intérêt d'avoir un délégataire? Un bilan négatif déficitaire de 326 € quand même. Il faut quand même garder. Oui. Voilà. Donc, il y a encore sur le fond, il est déficitaire qui sont quand même 2 000 € par an. Mais le but qu'on vous a présenté, quand on nous a présenté l'idée du délégataire, c'était de dire un délégataire, c'est faire des choses que la ville ne sait pas faire, donc manifestement, c'est pas terriblement fait. Donc, je pose la question, quel est l'intérêt d'avoir un délégataire si après une subvention d'équilibre donnée par la ville, on doit aussi, alors 320 quelques euros, c'est pas énorme, mais ok, je suis d'accord avec vous, mais ça fait en plus. Donc voilà, quel est l'intérêt? c'est votre analyse, M. Karaski, je ne peux pas vous l'enlever. En tous les cas, le conseil a pris acte du rapport rendu par le délégataire. Monsieur Archimède. C'est juste une petite remarque. À l'époque, j'avais informé le conseil que la société, si c'est bien toujours la société Vermarie, déjà la société avait reconnu coupable de recette de favoritisme par le tribunal et il avait fait appel. Donc on ne sait pas où aller cet appel à la date d'aujourd'hui. C'est tout ce que je veux dire. Comme tout pétitionnaire sur un marché public, les pétitionnaires doivent fournir tous les justificatifs nécessaires prouvant leur capacité à répondre au marché public. Ici, c'est des collectivités territoriales et de la délégation accordée par le conseil municipal le 4 dernier. Je vais vous rendre compte des décisions que j'ai été amené à prendre. Donc, la décision 47 de l'exercice d'un droit de préemption urbain sur un bail commercial du tourisme rue de la Haute-Carrière à Gagny. Le 49 au niveau du théâtre municipal, une convention de mise à disposition du TMG pour l'organisation de la manifestation des après-midi du mardi 12 décembre et 12 novembre 2020 avec l'association Solidarité SIDA. Le 50 services et assurances d'acceptation d'une indemnité des sinistres. Le 51 service Petite Enfance en avenant à la convention d'objectifs et de financement 2017-2026 pour le multi-accueil Loiselier. Le 52 service des affaires juridiques, une convention de mise à disposition d'un appartement. Le 53 le service des assurances, acceptation d'une indemnité. Et le 54 une acceptation d'une indemnité avec une décision modifiée. Il y avait deux questions ouvertes. La première concernant le parking du général de Gaulle par M. Conchetti. Oui, est-ce que vous pourriez nous indiquer quand le parking général de Gaulle
pas été introduit sans l'activité, ce médecin qui aimerait bien pouvoir bénéficier. Le général de Gaulle sera mis en fonction dès que la commission de sécurité sera passée sur ce parti. Nous sommes en attente d'une date de la part des pompiers et de derniers travaux à effectuer par la société Domatis qui est co-propriétaire dans les niveaux sur le parti. Je vous en prie. Madame Thorne, concernant les carrières de l'Est. Oui, monsieur le maire. En fait, je me suis formée il y a très longtemps au collège de Jean-Monod. Ça fait un moment que je n'étais pas allée, j'avoue. Et je me suis un peu inquiétée au niveau de la sécurité par rapport aux carrières qui sont en face. C'est-à-dire que dans le début de la rue, il y a toujours des grandes barrières métalliques blanches. Et après, on a vu des barrières qui ont fait les voitures de pouvoir monter sur le trottoir, que les accès à la carrière, et donc je pense au-delà de la partie herbe, je pense surtout à ce qu'on avait sécurisé depuis longtemps pour le collège, c'est-à-dire les carrières et les ponts. Alors je ne sais pas si à cet endroit-là, du coup, ça a été sécurisé, mais je m'inquiétais un peu pour les collégiens. D'accord. Sur cette partie de la carrière, il y a toute une zone qui n'appartient pas à la ville, qui appartient à la société Bellevue. Pardon. Par contre, je vais quand même demander à mes services, d'une, de vérifier si cette partie de la carrière a été sécurisée dans le passé, si elle fait partie d'une zone d'aléa fort ou pas. Et s'il le faut, entreprendre des travaux nécessaires pour sécuriser, pour clôturer. C'est dangereux. Voilà. Chers collègues, les questions des en début de projet, je suis désolé. Chers collègues, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Faites de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Des charges territoriales, conformément au rapport de la Commission locale d'évaluation des charges, est de 242 221 €. Les montants ainsi définis peuvent faire l'objet de délibérations concordantes au Conseil de territoire et au Conseil municipal des communes. Je mettre au point cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Point suivant concerne la réaffectation de l'exercice 2017 du résultat ville suite au transfert du service soins à domicile. M. Stivacoula. Merci, monsieur le maire. Au terme du transfert du service des soins infirmiers à domicile entre la ville et le CCAS, créant ainsi le budget annexe du SIAD au 1er janvier 2019, il convient de réaffecter une partie du résultat de l'excédent de fonctionnement 2017 de la ville au budget annexe du SIAD, correspondant aux résultats constatés et en concordance avec le courrier de l'Agence régionale de santé en date du 26 août 2019. Considérant que la reprise des résultats s'effectue en N+2, en concordance avec la comptabilité de l'ARS, il est proposé de réaffecter le montant de 71 653 et 96 centimes au budget du SIAD. Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le versement de ce montant au budget annexe du SIAD. Lors de notre conseil municipal du 17 octobre dernier, dans la DM2 que nous avons voté, il y avait déjà cette ligne concernant le SIAD, que nous n'avions pas pris de délibération spécifique pour ce transfert. Je vais mettre au vote cette délibération. Il y a aussi des avis contraires, des abstentions adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant concerne la décision modificative numéro 3. Donc, je vous parle à l'instant du conseil municipal du 17 octobre où nous avons voté la DM2 de notre conseil municipal. Dans cette DM2, il y avait un point sur le transfert des résultats du SIAD dans le budget annexe du CCAS. Le CCAS n'ayant pas la même nomenclature comptable que la ville, il y a eu une erreur de plume là-dessus. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de passer une DM3 pour rectifier cette erreur d'écriture comptable. Monsieur Roy. Oui, je pense que tout
le maire, que je n'ai personnellement donc rien. Juste avant, je peux quand même. Il y a en consonance qui concerne une grande partie que le ciel pour 71 653,96 en mouvement d'écriture et un véhicule accidenté qui a été mis au rebut pour un montant de 1 500 euros. Et voilà, vous avez l'ADM dans sa globalité. Donc, le budget général de la ville reste toujours en investissement à 28 740 170 euros et en fonctionnement à 59 550 747 euros 57. Monsieur Carré. Juste une explication de vote. Comme vous avez vu que nous avions voté contre la décision de modificative 2, celle-là étant quasiment la même, donc nous voterons contre puisqu'il s'agit d'une décision budgétaire. Je reconnais votre cohérence. Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à la majorité. Le point suivant concerne les ouvertures des crédits d'investissement pour l'exercice 2020. C'est une délibération qui revient chaque année, M. Roy. Convenant à l'article L812.1 du Code général des collectivités territoriales, M. le maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans les limites du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget de l'exercice précédent. Probablement, il convient que le conseil municipal y autorise en précisant le montant et l'affectation des crédits. Ces crédits seront inscrits au budget 2020 lors de son adoption. L'autorisation donnée à M. le maire par le conseil municipal est donc valable jusqu'à l'adoption du budget municipal 2020. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'ouvrir 25% des crédits du budget de l'exercice 2019 et dépenses d'investissement conformément à la réglementation dans l'attente du vote du budget primitif 2020, selon la répartition par chapitre du niveau de vote du budget, comme suit, et d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses. Vous avez le montant en dessous, les mobilisations incorporelles pour 232 825, les subventions d'investissement versées pour 25 000 euros, immobilisation temporelle pour 3 489 509, les immobilisations en cours pour 133 750, les travaux effectués pour le compte de tiers pour 25 000 euros, le château de Maison Blanche pour 12 500 euros, le parc relais du Chénet pour 500 000 euros, l'ADAPT pour 25 000 euros. Monsieur Carré. Donc, sur le principe, on n'est pas là pour bloquer l'activité de la ville, bien entendu, ça ne pose pas de problème, sauf que ce n'est pas parce qu'on est d'accord avec ces aspects-là que, bien entendu, sur les questions budgétaires à venir, on ait le même comportement. Mais j'aurais deux demandes particulières sur les parcs relais chaînés. Je suis un peu étonné de voir encore une somme inscrite. Il me semble qu'il y en avait déjà une qui avait été inscrite l'année dernière et qui n'a pas été utilisée. Et là, on a vu, donc j'aurais voulu savoir un peu pourquoi. Et le contenu de l'immobilisation corporelle, je ne sais pas, je pourrais y avoir plusieurs sujets, et donc s'il avait été possible d'avoir un détail sur cette utilisation de 3 400 000. D'accord. Concernant le relais Chenet, pour un montant de 500 000 euros, effectivement, l'année dernière, nous avions déjà commencé à épargner pour pouvoir construire ce parc relais. Si vous vous souvenez exactement du lieu d'implantation de ce parc, c'est au-dessus d'un bassin de rétention d'eau, à côté de la gare de Chenegami. Ce bassin de rétention d'eau est un bassin actuellement à ciel ouvert. Pour pouvoir construire le parking relais, il a fallu lancer des études avec les services de l'EPT dans Paris Grand Est, qui a la compétence assainissement là-dessus, pour pouvoir faire un bassin de rétention d'eau en dur et mettre tous les pieux nécessaires, parce qu'on est aussi sur une zone de terrain extrêmement fragile, ce qui a fait exploser le coût global de cet investissement. En parallèle à cela, nous avons discuté aussi avec les services de Île-de-France Mobilité, les services du district, concernant le subventionnement possible pour la ville de
à peine à 50% du coût général de cette construction. Donc nous sommes encore à la recherche d'autres portes de subvention, notamment la métropole du Grand Paris, qui a la compétence concernant les inondations et le bassin de rétention d'eau, et ayant vocation à éviter les inondations, cela nous permet d'équilibrer un peu tout ça. C'est pour ça que... Pardon? Au début, il y avait le sujet, oui. L'idée de... Aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance sur ce sujet, on s'aperçoit que les contraintes... Les études sur ce sujet se sont terminées au mois de septembre. Oui. Ok. Mais on s'aperçoit qu'il y a des contraintes, d'accord? On les connaît un peu plus finement. Donc je me demande, moi, quel est l'intérêt de continuer sur un tel sujet, en sachant qu'on n'a pas de financement, en sachant que ça risque d'être un ministre financier, pour une utilisation dont on sait très bien que les parcs relais, hormis ceux qui sont vraiment très loin de la région parisienne, de Paris, qui ont un grand intérêt, on voit bien que ces parcs relais ont un intérêt totalement relatif, je dirais, en termes de fonctionnement et d'utilisation. Donc pourquoi continuer sur ce parc relais? Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas enterrer le bassin de retenue ou l'agrandir, je veux dire, c'est deux choses qui sont différentes, mais on va un peu dans un inconnu technique et financier. Vous avez donné M. Karleski, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Là-dessus, je ne souhaite pas arrêter ce projet-là ce soir. Je ne souhaite pas arrêter l'épargne que nous faisons pour éventuellement mener ce projet. Par contre, je laisse à toute nouvelle municipalité qui sera installée au mois de mars prochain le choix de revenir dessus, de pouvoir se poser les bonnes questions, à savoir est-ce qu'il est encore pertinent, avec le coût annoncé par l'étude, de poursuivre ce projet ou pas. Donc là-dessus, je rejoins votre logique, mais je ne peux pas, juste parce que j'ai quelques doutes sur ce projet, tout simplement rayer la ligne et dire non, on part à zéro. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent en démocratie. Je vais mettre et concernant les immobilisations incorporelles. Voilà. Donc je vais reprendre parce que vous n'avez pas entendu les directeurs à l'arrière de mon siège n'ont pas de micro, c'est tout à fait normal. Dans les travaux incorporels, vous avez tous les travaux effectués par la régie municipale sur les différentes structures municipales, écoles, équipements sportifs. Voilà, je vais mettre au voie cette délibération. Oui, M. Fournier. Ça correspond à l'épargne mise de côté. Comme vous le savez, le château de Maison Blanche, la rénovation extérieure a été faite. Donc maintenant, il y a une réflexion qui est menée sur la rénovation intérieure du château et son utilisation future. Monsieur Karleski. J'ai peut-être mal compris la réponse, mais j'ai entendu que les salariés de la commune vont faire en 3 mois 3,4 millions de travaux. C'est ça? Non, c'est ouvrir des crédits pour permettre jusqu'à 3,4 millions de travaux. Quand vous relisez la délibération Non, mais je demandais quel était le contenu de ces travaux. En fait, M. Karleski, c'est une délibération qui est votée chaque année sur la même période. On ouvre juste 25% des crédits. Chaque année, je fais la même demande et chaque année, j'ai la même non-réponse. Peut-être ça va changer. Non, mais... Merci, là-dessus, je ne sais pas que ça va changer. C'est une ouverture de ligne de crédit pour permettre, jusqu'à échéance, de consommer jusqu'à 25% du crédit précédemment obtenu. Tout simplement. Si on nous en disant ces 3,4 millions on va les utiliser, on nous en disant sans doute on ne va pas les utiliser, c'est-à-dire on va faire comme d'habitude, on va demander aux amis de voter les trucs, et puis après au compte administratif on s'aperçoit que les travaux ont été faits. Donc, ce que je voulais savoir, c'est
dans les grandes masses, à quoi vont correspondre ces 3 millions de cartes. C'est pas très compliqué. On a une idée, on n'en a pas. Si on n'en a pas, on nous fait. Mais là-dessus, je vous ai répondu, M. Carlet, qu'on ne va pas lancer un débat là-dessus. Je vous ai répondu sur les travaux sur tous les équipements municipaux, et ça, c'est une réponse extrêmement claire. Tel que c'est également précisé dans la délibération, cela ne reste pas sur le vote du budget qui aura lieu en 2020, dans lequel ces crédits sont également affectés. Voilà, je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On va passer au point suivant qui concerne l'avance faite aux associations, telles que le Centre municipal d'action sociale, la Caisse des écoles, le syndicat d'aménagement, et du court et moyen terme pour l'exercice 2020. L'avance de subvention qui est faite aux associations de Gagny, c'est M. Sivakuma. Merci, Monsieur le maire. Afin d'éviter les difficultés de trésorerie aux associations, CCA, Caisse des écoles et SAECOMA, jusqu'au vote du budget 2020, il est proposé de leur verser une avance de 30% de leur subvention attribuée en 2019 selon la condition suivante. Donc le CACOMA à hauteur de 19 630, la Caisse des écoles 67 800, le Centre communal d'action sociale 469 720, Amicale du personnel 18 000, les centres socioculturels Épinette 60 000, Jacques Prévert 66 090, les Hauts-de-Gagny 60 390, Handball Club de Gagny 17 350, Mission locale 24 000, Syndicat d'initiative 7 200, l'USMG 93 300. Cette avance sur subvention sera déduite du montant de la subvention versée sur l'exercice 2020. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les avances de subventions aux associations, au CCAS, à la Caisse des écoles et au SAECOMA pour le premier trimestre 2020. Les conseillers municipaux, présidents et membres des bureaux des associations concernées ne prennent pas part ni au débat ni au vote. Je mets cette délibération au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne l'acquisition des parcelles présumées sans mètres, donc dans les quartiers Plateau de Francheville, Pointe de Gournay, Centre-Ville, Jean Moulin. C'est une délibération qui est assez rare au conseil municipal. Donc, au mois de mai 2018, donc, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris plusieurs arrêtés pour informer la population sur l'existence sur la ville de Gagny de parcelles présumées sans mètres au regard des immeubles non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties susceptibles d'être considérées sans mètres également. Ces arrêtés ont fait l'objet d'un affichage sur la ville de Gagny pendant 6 mois. Et au terme de cet affichage, les services de l'État demandent au conseil municipal soit de prendre une délibération pour pouvoir intégrer ces parcelles présumées sans mètres dans le patrimoine communal, soit de laisser l'État l'intégrer dans le patrimoine de l'État. Concernant le quartier Plateau de Francheville, il y a une parcelle de 136 m² sur la rue de Maison Rouge, une parcelle de 1185 m² sur la rue du 19 mars 1962, une parcelle de 620 m² sur chemin des Renardières, une parcelle de 584 m² sur le sentier du bois de prison. Sur le quartier de la Pointe de Gournay, vous avez une parcelle de 251 m² sur l'avenue Nef, une autre parcelle sur la même avenue de 226 m², sur la rue d'Arsonval, une parcelle de 401 m², et sur le quartier du centre-ville, une première parcelle de 47 m², sur la rue du 8 mai 1945, et sur l'avenue Jean Jaurès, une deuxième parcelle de 52 m². Enfin, sur le quartier Jean Moulin, une parcelle de 307 m² sur l'avenue de Versailles.
la proposition que je fais au conseil municipal, c'est d'intégrer ces parcelles dans le patrimoine communal. Et que pour certaines de ces parcelles qui ne sont pas forcément constructives, de pouvoir créer des squares ou autres cloches naturelles sur la ville. Monsieur Angelici. Je veux regarder rapidement sur les cadastres. Manifestement, il n'y a pas de construction sur ces parcelles. Ça ne semble pas qu'il y en ait. Oui, mais même s'il n'y a pas de construction, Non, mais les parcelles sont instituées. Donc, on peut dire que c'est plutôt sympa que nous avons abordé, comme on réclamait souvent sur les questions de municipalité, comme temps organisé avec les lieux où sont marqués tous les contacts. Merci. C'est parti. Je mets cette délibération au voie. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant concerne les séjours d'été à Châtelet-la-Boriez, un remboursement présenté par Dominique Gagèche. Lors du conseil municipal du 15 octobre 2018, une délibération relative au séjour de jeunes Gabiniens âgés de 6 à 12 ans à destination de Saint-Hilaire-de-Riez durant les vacances d'été a été votée. L'une des familles ayant inscrit son enfant au séjour organisé par la commune du 9 au 29 juillet 2019 demande le remboursement de la compte versée pour son inscription. En effet, suite à un problème de santé, l'enfant n'a pas pu participer au séjour. Certificat médical fourni. Il est souhaitable de procéder au remboursement de la compte versée, soit 222 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la trésorerie de Montfermeil à rembourser à la famille participant au séjour d'été la somme de 222 €. Avis contraire? Abstention? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Toujours Dominique Gagèche pour l'avis sur les dérogations au dominical du magasin Monoprix de Gagny pour l'année 2020. Le principe des dérogations municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches commerciales concernées d'exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité commerciale. La loi du 6 août 2015 impose dorénavant aux maires, après avis du conseil municipal, d'arrêter la liste des dimanches travaillés dans la limite de 12 par an au maximum, avant le 31 décembre pour l'année suivante. Aucune demande de dérogation ne pourra désormais être faite par les commerçants. Lorsque le nombre de ces dimanches n'excède pas 5, il est seulement nécessaire de solliciter l'avis du conseil municipal. Conformément aux articles L. 3132-26 et R. 3132-21 du Code du travail modifié, l'arrêté municipal accordant une telle dérogation au repos dominical doit être pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressés, mais également consultation du conseil municipal. Les salariés concernés bénéficient de compensations en matière financière et de repos prévus à minima par le Code du travail qui seront rappelés dans l'arrêté municipal. Le magasin Monoprix de Gagny a sollicité une ouverture exceptionnelle les 28 juin, 6 septembre, 13, 20 et 27 décembre 2020, soit 5 dimanches. Les organisations syndicales et patronales du magasin Monoprix ont été informées par le directeur dans les conditions réglementaires. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à l'ouverture exceptionnelle du magasin Monoprix à Gagny avec les contreparties prévues par le Code du travail pour les salariés concernés. Les dates précisées sur décision du maire prise à l'issue du conseil municipal par arrêté municipal. Comme l'année dernière, la même chose, les positions au travail du dimanche, nous sommes attachés au repos dominical par des raisons religieuses, mais parce que